Ça y est, on est en direct. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir en nombre ce soir pour ce webinaire 1 heure pour comprendre, organisé par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, la FPCNT. Mieux comprendre pour mieux prévenir, c'est la devise portée par notre collectif composé d'associations, de collectivités, d'institutions, d'entreprises, autant de personnes morales et aussi individuelles, des hommes et des femmes qui sont engagés dans la réduction des risques de catastrophes en transmettant un message de prévention afin d'être toutes et tous résilients face aux risques majeurs. Pour faire grandir la culture du risque, nous parsemons toute l'année votre chemin d'événements diversifiés, mais aussi d'outils à votre disposition, ceci pour contribuer à favoriser votre capacité d'agir afin que chaque citoyen puisse être acteur de sa propre sécurité et déploie la solidarité indispensable à la résilience collective. Ce cycle de webinaires 1 heure pour comprendre se veut donc éclairer des démarches de prévention transposables sur l'ensemble du territoire national, des sujets liés aux risques naturels et technologiques parfois confidentiels, mais aussi des sujets d'actualité comme ce soir. Ainsi, nous vous proposons aujourd'hui une édition spéciale sur la Journée nationale de la résilience, sa 5e édition en 2026 et un bond en arrière pour revenir à son origine. Grâce à Alice Casaburo du ministère de l'Intérieur et David Ferringeri du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, que nous accueillons ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Nous vous remercions vivement d'être avec nous et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, à travers vous, votre présence et à travers vos directions, la DGS-CGC et la DGPR, nous allons découvrir dans le détail le dispositif d'appel à projet de la Journée nationale de la résilience, qui peut y répondre, dans quels objectifs et aussi quels éléments sont favorables à la labellisation des actions, mais aussi des exemples de porteurs et comment chaque année, ces actions JNR sont valorisées et médiatisées. En 2025, pour rappel, ce sont plus de 15 000 actions de sensibilisation aux risques naturels et technologiques qui ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. Parmi vous, qui êtes nombreux ce soir, et présents aussi bien dans l'Hexagone et en Outre-mer, il y a des porteurs de projets déjà habitués, mais d'autres qui sont en devenir. Dans tous les cas, les 45 minutes d'intervention à venir promettent de vous apporter une meilleure connaissance pour agir sur votre territoire. Je vous rappelle que pendant les 15 dernières minutes, voire peut-être un peu plus exceptionnellement, nous poserons vos questions aux intervenants et ils y répondront en direct. Merci de les déposer dans l'onglet « Questions » en bas de l'écran. Merci beaucoup. Et je vous accueille tous avec joie ce soir. Madame Casaburo, Monsieur Ferringeri, je vous cède la parole pour votre présentation. Eh bien, merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Virginie, merci de nous avoir offert cette tribune pour consacrer à la Journée nationale de la résilience. Donc, on va passer à la première slide, en fait, introductive, qui définit la Journée nationale de la résilience, qui est désignée souvent comme l'acronyme JNR, qui est d'abord une initiative gouvernementale qui a été mise en place en 2022 et qui vise à diffuser la culture du risque et de la résilience auprès de l'ensemble des publics. Donc, elle est coportée par 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Transition écologique et le ministère des Outre-mer. Donc, c'est une journée qui se tient, la GNR se tient toute l'année, avec comme point d'orgue le 13 octobre, en cohérence avec la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, l'objectif est simple, c'est que chaque citoyen connaisse les risques majeurs qui l'entourent et s'informe sur les bons comportements de sauvegarde, sur les comportements de sauvegarde, les bons comportements à adopter et sur les modalités d'alerte en cas d'événements graves. Donc, pour ça, en fait, on a quelques repères qui permettent de comprendre l'origine de cette démarche.
Donc, notamment en 2009, déjà, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide de proclamer le 13 octobre comme journée internationale visant à réduire les catastrophes. Donc, on a aussi, donc en 2022, donc, cette dynamique qui a été portée non seulement par le gouvernement français, au travers aussi du plan d'action Tous résilients face aux risques, qui a été lancé en 2021 par Barbara Pompili, qui était aussi alors ministre de la Transition écologique, et donc qui a mis en place, ce gouvernement français, la Journée nationale de la résilience, en cohérence avec la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe de l'ONU. Et donc, en 2023, la JNR est inscrite dans la loi et l'appel à projet est ouvert toute l'année. Et maintenant, en 2026, aujourd'hui, on est à la 5e édition. Donc, c'est cette édition avec un point d'orgue le 13 octobre que Alice va vous présenter avec cet appel à projet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, depuis le 2 février, nous avons lancé l'appel à projet de cette 5e édition de la Journée nationale de la résilience. Donc, comme on vous l'a exposé précédemment, l'âme de la JNR, c'est d'accompagner les effets du changement climatique combinés à la concentration des populations et des activités qui exposent de plus en plus les territoires à des événements à la fois plus fréquents et plus intenses. Donc, l'appel à projet est concentré sur les risques majeurs, c'est-à-dire les risques naturels et les risques technologiques. Donc, inondations, feux de forêt, tempêtes, accidents industriels, par exemple. Les projets proposés doivent répondre à au moins l'un des 3 objectifs de cette journée. Donc, comme je vous l'ai dit, développer la culture sur les risques naturels et technologiques, les risques majeurs, ou bien préparer les populations à la survenance d'une catastrophe. Et l'objectif numéro 3, développer la résilience collective aux catastrophes. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Le mot d'ordre, c'est votre créativité. Donc, ça peut être des villages forums de sensibilisation, des animations pédagogiques, des jeux immersifs, des escape games, des interventions en milieu scolaire, des conférences, des formations, des journées portes ouvertes, des expositions, des propositions aussi plus culturelles comme des théâtres sur les thématiques des risques majeurs. Vraiment, le mot d'ordre, c'est la créativité. L'appel à projet prend également en compte les gestes qui sauvent. Donc, tout ce qui va être formation aux gestes qui sauvent est compris dans l'appel à projet de la JNR. Pour l'édition 2026, donc l'objectif, c'est vraiment de susciter le plus nombre d'initiatives locales en France hexagonale et en Outre-mer, donc vraiment sur tout le territoire. Et comme cela a été rappelé en introduction, en 2025, nous avons eu plus de 15 000 actions qui ont été labellisées sur l'ensemble du territoire et qui ont mobilisé plusieurs centaines de milliers de participants. On y reviendra par la suite, mais je vous le précise d'ores et déjà. Les porteurs de projets qui veulent participer à la JNR 2026 pourront déposer leur dossier sur Internet via une plateforme dédiée démarche numérique, mais nous y reviendrons plus tard. La date limite est le 10 décembre 2026. Et bien entendu, si votre projet est labellisé, vous obtenez donc le label Face au risque agissons, mais on reviendra également sur ce que ce label peut vous apporter. Ensuite, qui sont les porteurs de projets? Donc, les porteurs de projets peuvent être très variés. Ça peut être des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des acteurs économiques et assurantiels, des établissements scolaires ou de l'enseignement supérieur, des citoyens particuliers, des services de l'État, bien entendu également, et également les établissements publics dans leur ensemble, dont notamment, par exemple, les services départementaux d'incendie et de secours. Je vais peut-être développer ce point-là. Les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un soutien financier pour la mise en œuvre de leur action. Donc, l'appel à projet 2026 prévoit un dispositif de soutien financier. Ce soutien financier peut être de 2 natures en fonction de la qualité du porteur de projet. Pour les associations, collectivités, entreprises, établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, les établissements publics dans leur ensemble, et les particuliers peuvent bénéficier sous une forme de subvention. Pour les services de l'État, c'est une aide financière spécifique qui s'applique. Il y a quelques conditions clés à garder en tête pour le soutien financier. La démarche s'effectue également sur Internet, sur démarche numérique. D'abord, la condition obligatoire est d'avoir été labellisé et donc d'avoir obtenu le label Face au risque agissons, bien entendu. C'est le point de départ obligatoire. Ensuite, ce soutien, il est pensé comme un coup de pouce.
Donc, pas comme un financement principal. Il ne peut pas dépasser 50% du budget global du projet labellisé. Et le montant demandé est plafonné à 22 999 €. Au-delà de ce seuil, on rentre dans un autre cadre avec une convention formalisée. Le soutien financier doit bien entendu soutenir la réalisation des actions d'intérêt général. Et l'initiative de la demande doit venir du porteur de projet qui s'engage en contrepartie du versement de la contribution financière à ne fournir ni prestations commerciales ni prestations de services. Alors, pour brièvement, les porteurs de projet peuvent bien entendu recourir à des prestataires pour concevoir, organiser, animer leur projet. Et ces dépenses doivent servir directement à la réalisation du projet. L'idée est que le soutien financier bénéficie aux porteurs de projet et non pas à un prestataire commercial directement. Donc, la demande se fait entièrement en ligne, mais j'y reviendrai par la suite. Et c'est tout pour les précisions pour le financier. On pourra y revenir si vous avez des questions. Et dernier point sur les porteurs de projet, ils sont accompagnés par notre réseau de référents locaux qui sont donc présents sur tout le territoire France hexagonale et Outre-mer et qui sont dans les services déconcentrés de l'État Andréal et des DTM et également en préfecture et aussi par différents acteurs qui font partie de notre dispositif. Et je laisse la parole à David. Oui, d'accord, excusez-moi. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, on a fait un petit schéma. Donc, vous pouvez voir le dispositif mis en place qui est très complet pour l'appel à projet. Donc, d'une part, c'est le téléservice dédié pour les porteurs de projet qui permet de déposer facilement son projet en ligne. Donc, vous le voyez sur votre gauche avec tout en bas en bleu, en fait, le lien qui permet de s'inscrire pour l'appel à projet 2026. Ensuite, donc ça a été dit aussi, les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un accompagnement avec des référents locaux qui sont dans les départements et dans les régions. Ensuite, une fois labellisé, le projet il obtient le label Face au risque, agissons, bien préparé, bien protégé, qui est un label facilement identifiable. Et enfin, le projet qui est labellisé, donc vous voyez que sur votre droite complètement, avec un petit symbole, le projet labellisé est valorisé par la carte interactive nationale des actions de la Journée nationale de la résilience. Donc, la carte est consultable sur www.carte-jnr.fr. Donc, en fait, toutes ces adresses, donc les points pour l'appel à projet et la carte JNR sont aussi sur les sites du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Transition écologique. Donc, on va vous passer une petite vidéo qui va un petit peu aussi illustrer ce qu'est la JNR. Donc, je laisse Virginie pouvoir la lancer. Voilà, donc c'est à toi, Alice, je crois, pour les exemples de projets. Donc, pour vous aider à illustrer ce que peut donner une action JNR, on a décidé de vous présenter quelques exemples de projets. Donc, par exemple, on souhaitait aborder le Résilience Tour, qui est coporté depuis 2022 par l'AFPCNT, qui organise ce webinaire, et l'IRMA, qui organise tous les deux ce projet, avec l'appui de nombreux partenaires nationaux et locaux. C'est un événement itinérant qui parcourt chaque année plusieurs territoires de France hexagonale et d'outre-mer pour aller à la rencontre des citoyens, des collectivités, des acteurs locaux. Alors, ça prend la forme d'une offre d'action itinérante, de sensibilisation, d'information, de mise en situation et de formation. Donc, par exemple, ça peut être des visites de sites ou d'aménagement urbain, des villages forums, des animations ludiques, des jeux de simulation, également des spectacles, théâtre.
L'objectif du Resilience Tour, c'est préparer les populations, les collectivités et les responsables locaux à faire face aux risques, renforcer leur capacité à agir face aux situations de crise et développer leur potentiel d'adaptation pour leur permettre d'être vraiment acteurs sur leur territoire. En 2025, le Resilience Tour a par exemple parcouru le département, la Loire, le Pas-de-Calais, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, la Moselle, le département du Nord et également la Guadeloupe et la Guyane en outre-mer, mais aussi la Charente-Maritime, l'Oise et l'Isère. Donc, c'est représenté sur la carte. Et donc, voilà, il y a des petites photos qui vous aident à illustrer le Resilience Tour, ensemble face aux risques majeurs, donc avec les différents formats qui peuvent être très divers selon les territoires où le Resilience Tour passe. On voulait également vous montrer d'autres initiatives, mais de façon imagée en vidéo par les porteurs de projets eux-mêmes. Donc, on a tout d'abord un témoignage d'un lauréat du lycée Pierre Mendès France dans Vendée, et on aura également un témoignage de la métropole Rouen-Normandie en Seine-Maritime qui avait porté des projets les années précédentes. Donc, je laisse Virginie lancer les vidéos. Jérôme Striganec, professeur de PS au lycée Pierre Mendès France, La Roche-sur-Yon en Vendée. De rassembler autour de différents ateliers des jeunes lycéens autour de l'acculturation au risque. Alors, ce projet est né d'une réflexion commune avec différents partenaires, des jeunes sapeurs-pompiers, des cadets de la sécurité et aussi d'autres acteurs de la prévention. Collectif, avec les différentes associations, Active for Climate, mais aussi des associations de prévention. D'obtenir une visibilité sur le département, sur le territoire, pour être reconnu en tant que référent. Mais aussi, c'était un relais pour trouver d'autres partenaires et d'autres acteurs. D'oser, s'engager auprès des collectivités, auprès des élus, mais aussi des associations porteuses de projets. Alors, l'impact a été très positif déjà vis-à-vis des élèves engagés sur cette action, qui étaient des passeurs de résilience, ceux qui transmettaient le message à leurs pairs, mais aussi autour d'eux. On va reconduire le projet, je pense, avec d'autres acteurs, d'autres partenaires, qu'ils soient scolaires, mais aussi du monde associatif et des acteurs de la sécurité civile. Je m'appelle Adeline Bozek, je suis chargée de sécurité civile à la métropole Rouen-Normandie en Seine-Maritime. Nous proposons un village d'animation avec des ateliers interactifs et pédagogiques, des randonnées sur la prévention des inondations, des visites de sites industriels et également des spectacles. La diversité d'actions, d'être reconnue par le grand public. Elle nous permet d'attirer les scolaires sur notre village d'animation. Elle nous permet également de trouver d'autres partenaires pour enrichir notre programmation. Consulter sur la cartographie toutes les actions qui sont déjà menées par les différents porteurs de projets. Ne pas hésiter à les contacter pour savoir ce qui a pu fonctionner. On arrive à recevoir plusieurs centaines de personnes, notamment des scolaires. En quelques jours, tout est complet, donc on voit qu'il y a une demande et une satisfaction aussi des enseignants qui reviennent d'une année sur l'autre. On a un format d'enregistrement de podcast qui fonctionne très très bien. Tout à fait, avec toujours plus d'interaction avec le public. Voilà,
Voilà, donc on revient voilà, très bien. Donc ce témoignage illustre bien l'intérêt de la GNR pour les territoires et les acteurs locaux. Donc pourquoi labelliser son projet finalement? La labellisation permet de le valoriser grâce à l'obtention du label face au risque agissons, hein, donc c'est ce que vous voyez à droite en logo. L'utilisation du kit de communication officiel, aussi la mise en ligne de votre action sur la carte interactive www.carte-jnr.fr. On peut valoriser aussi donc le projet par la possibilité d'être désigné comme lauréat lors de la cérémonie qui récompense chaque année les initiatives les plus emblématiques. Et donc aussi la possibilité de bénéficier des campagnes de communication nationale et de relations presse. Alors, pour préciser sur la carte interactive, quand vous avez un projet, donc vous pourrez donc le situer, alors, à condition effectivement de renseigner effectivement son adresse pour pouvoir le géolocaliser. Et donc, si un projet est à caractère naturel, comme ce qui est désigné dans cet exemple, hein, c'est un exemple des 100 ans de la grande crue de l'Orne dans le Calvados, donc qui se situe à Caen. Donc, avec l'adresse précise, on peut donc géolocaliser ce projet donc on doit renseigner exactement tous les champs qui sont demandés dans le formulaire sur le formulaire en ligne, en fait. Hein. Et donc, vous avez donc la possibilité de renseigner si c'est une exposition, comme dans ce cas, qui est le sujet de l'action, qui est une exposition sur les inondations. Et ce qui est très, très important, c'est de penser à renseigner dans le formulaire le lien vers les ressources. Donc ici, on voit un petit en bleu ce qui est écrit ici, qui permet en fait de faire un lien vers soit un site qui renseigne, par exemple, sur l'événement, qui donne des détails sur le contenu, sur les dates exactes des lieux de cette exposition. Donc, en fait, vous avez donc une carte interactive qui va vous permettre aussi donc de situer ce qui se retrouve exactement à côté de votre action. Et ça va permettre de vous renseigner, de prendre contact aussi avec d'autres acteurs du territoire pour construire un projet qui peut être un peu plus large. C'est-à-dire que si vous avez une autre exposition qui se trouve aussi vraiment à proximité, vous pouvez avoir l'idée de contacter un autre acteur sur le territoire et de faire quelque chose d'un peu plus grand ou de complémentaire. Voilà, donc tout se passe donc, au niveau de cette carte interactive en allant sur www.carte-jnr.fr. Alors, donc on a évoqué la cérémonie. Chaque année, une cérémonie nationale et officielle de remise des trophées de la résilience est organisée. Pour l'édition 2025, la cérémonie s'est déroulée le 19 décembre 2025 à l'hôtel de Beauvau, chez le ministère de l'Intérieur, coportée et co-animée par le ministère de la Transition écologique. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous déposez votre projet avant la date du... Pardon, je vérifie juste... Voilà. Tous les projets qui sont déposés avant le 10 septembre et qui sont labellisés sont éligibles pour être lauréats de la Journée nationale de la résilience. Mais les lauréats sont désignés par un comité de pilotage national. La seule condition est d'avoir déposé son projet avant la date limite du 10 septembre. Donc la cérémonie s'est déroulée en 2025. 39 prix ont été décernés. Il y a plusieurs types de prix pour les trophées de la résilience. Il y a des prix nationaux qui sont décernés aux projets qui se déroulent en zone France, donc sur plusieurs régions du territoire. Des prix territoriaux qui sont décernés pour chaque territoire, donc qui correspondent au département pour la France hexagonale et pour les territoires d'outre-mer. Et il y a également des prix thématiques. Donc les thématiques qui sont récompensées par des prix spécifiques sont la thématique Gestes qui sauvent, risque naturel, risque technologique, collectivité, acteurs de la sécurité civile, public scolaire, entreprise et aussi également un prix inclusivité. Donc cette cérémonie a lieu chaque année et vous avez quelques images d'illustration des trophées et de la cérémonie de cette année. Ensuite, pour déposer son projet.
Donc, comme je l'avais évoqué, les projets sont déposés uniquement sur Internet, sur la plateforme Démarche numérique, anciennement appelée Démarche simplifiée, mais c'est la même plateforme. Donc, l'appel à projet est ouvert comme on vous l'a annoncé au début, donc vous pouvez d'ores et déjà déposer vos projets. Lorsque vous allez déposer votre projet, vous allez directement avoir, dans un onglet très visible, le règlement de l'appel à projet qu'on vous invite impérativement à consulter pour bien avoir tout le règlement en tête. Il vous est donc transmis au moment de commencer la démarche. Donc, pour rappel, la date limite de dépôt des dossiers est le 10 décembre 2026. Pour pouvoir être lauréat des trophées de la résilience, comme je vous l'ai dit, la date limite est d'avoir déposé son projet avant le 10 septembre. Concernant la démarche numérique, il faut surtout veiller à ne pas oublier d'inscrire parfois les coporteurs et les partenaires. Vous pouvez être coporteur d'un projet, donc c'est possible de déposer le projet et d'être coporteur. Il faut juste l'indiquer lorsque vous remplissez le formulaire et vous pouvez également indiquer tous les partenaires de votre projet. Une fois que vous avez déposé votre projet, celui-ci est transmis en instruction, vous êtes tenu au courant, vous recevez un mail et une notification qui vous informe de l'état d'instruction de votre projet. Vous pouvez également entrer en contact avec le référent local qui va instruire votre dossier via la messagerie de démarche numérique. Si votre projet est labellisé JNR, félicitations, et directement, vous recevrez le kit de communication qui vous sera transmis, donc ça a été évoqué précédemment. Donc le kit de communication, ça rassemble des vignettes réseaux sociaux, affiches, les vidéos également de promotion de la JNR. Vous avez tout un package clé en main que vous pouvez utiliser, et donc on vous invite à notamment accoler le logo face au risque agissons sur vos éléments de communication. Vous pouvez donc suivre l'avancée de votre dossier comme je vous l'ai dit. Et pour certains profils de porteurs de projet, certains documents seront à transmettre obligatoirement. Par exemple, selon le statut juridique du porteur, ça peut être l'extrait SIRET, par exemple. Lorsque vous êtes labellisé, si vous êtes labellisé, un lien vous sera directement transmis pour ceux qui souhaitent déposer une demande de soutien financier. Donc pareil, la demande de soutien financier se fait sur la plateforme Démarche numérique. Le formulaire, vous verrez, que ce soit pour la labellisation ou pour le soutien financier, est très facile à remplir, très rapide. Donc voilà, c'est le même principe, ça sera en ligne pour la demande de soutien financier. La demande de soutien financier s'effectue jusqu'au 1er octobre. Et donc, le dossier doit être complété dans son intégralité et accompagné des pièces justificatives qui vous seront demandées dans la démarche. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne pourra pas être instruit. Et c'est tout pour la démarche numérique. Je laisse la parole à David. Merci Alice. Donc, pour accompagner les porteurs de projets, on l'a dit, il y a plusieurs outils qui seront disponibles. Tout d'abord, des guides, donc des guides pour aider les porteurs de projets. Les guides pratiques qui sont dédiés aux entreprises, aux collectivités, aux associations, aux organismes publics et aux établissements scolaires. Alors, vous avez donc 5 bonnes raisons de faire labelliser votre projet. On voit dedans aussi les bonnes pratiques pour monter votre projet et des ressources pour promouvoir son projet. Alors, le lien, je l'ai rappelé, pour télécharger le guide est en dessous, en encadré, écologie.gouv.fr/rendez-vous /Journée nationale résilience /appel-projet. Et donc, le slide suivant, vous voyez à gauche le contenu du guide pratique pour passer à l'action, avec un rappel des 3 étapes en fait, pour labelliser son projet, et des QR codes qui vous donnent accès à des ressources. Dans l'encadré, donc au niveau, comme vous voyez sur le chiffre 3, en bas à droite, vous voyez des QR codes, et donc c'est des QR codes qui donnent accès, par exemple, à GeoRisque. Vous avez aussi une explication dans l'angle gauche de ce qu'est en fait le dispositif JNR, que vous pouvez insérer facilement, par exemple, dans des communications en ligne toutes faites, en fait. Ça vous permet de reprendre un petit peu le dispositif qui est déjà tout écrit. Vous avez aussi, au niveau du chiffre 5, les 5 bonnes raisons pour labelliser son projet. Donc, dans les bonnes raisons, vous avez la visibilité nationale. C'est vrai que cette possibilité d'avoir le label JNR et donc cette visibilité nationale. Vous avez aussi la possibilité de demander une aide financière.
vous avez la mise à disposition d'outils de communication. Votre projet peut être primé, donc évidemment, votre projet va devoir être sélectionné. Ce sont les projets emblématiques, et donc ce sont les référents locaux, territoriaux, régionaux ou voire nationaux qui vont décider des projets qui seront donc primés et qui seront proposés pour un prix. Et donc vous pouvez aussi avoir comme cinquième, avec tout ça, vous pouvez bénéficier d'une audience forte et vous serez devenu acteur de la résilience de la population. Alors, je vous présente un autre outil que je trouvais intéressant. Donc, c'est la boîte à risques. Donc, c'est un outil qui permet de façon ludique de vous sensibiliser aux risques naturels, aux deux plus grands risques naturels qui impactent la France métropolitaine. Donc, je pense au risque pluie-inondation et au risque feu de forêt de végétation. Alors, ces outils permettent d'apprendre les bons réflexes pour prévenir et se protéger de ces risques naturels. Donc, dans l'encadré à droite en jaune, sur fond jaune, on voit la liste en fait des bons réflexes à adopter pour effectivement se prémunir d'un risque d'inondation. Donc, on voit encore aujourd'hui des comportements inadaptés où on a vu au niveau de la presse que certaines personnes se mettaient en danger, qui prenaient leur voiture et qui voulaient traverser aussi disons, un cours d'eau en crue. Bon, c'est quand même dangereux parce qu'avec quelques centimètres d'eau, ça suffit à emporter la voiture. Et on a vu des voitures emportées de cette façon-là. On voit aussi des personnes braver le danger et aller vouloir rechercher sa voiture dans un parking souterrain alors que l'inondation est en cours. Voilà, tous ces cas en fait, de bons réflexes, ce sont des possibilités à transmettre à la population. Ce sont des possibilités de sensibilisation en fait, que vous pouvez mettre dans vos projets pour les labelliser. Et donc, pour les faire labelliser. Et donc, vous avez aussi dans la boîte à risques un jeu en fait, qui porte aussi sur les feux de forêt et de végétation. Alors, vous avez vu certainement les spots publicitaires à la télé en fait, pour éviter, c'était Soraya, qui fumait notamment à l'approche d'une forêt. Et donc, comme on sait que 9 cas sur 10, 90% des feux de forêt sont d'origine humaine, il faut vraiment adopter ces bons réflexes. Donc, en l'occurrence, éteindre sa cigarette dans un cendrier, ne pas faire de barbecue à proximité de la végétation, ni faire des travaux qui peuvent générer en fait, des feux, ni stocker du liquide inflammable trop près d'une maison. Donc voilà, de façon ludique, on trouvait c'est vraiment une façon, on va dire de 7 à 77 ans, de sensibiliser des jeunes et des moins jeunes donc au risque donc inondation et feux de forêt de végétation. Donc cette boîte à risques, elle se trouve disponible en téléchargement gratuit sur l'adresse que vous voyez, donc écologie.gouv.fr/dossier/boîte à risques. Et c'est vraiment un outil pour l'avoir testé et l'avoir animé, c'est vraiment un outil intéressant. Vous avez aussi, pour vous aider à animer en fait cette boîte à risques, la possibilité de visionner des séquences sur YouTube, sur des chaînes YouTube. En tapant simplement boîte à risques, vous allez trouver un petit peu ce que vous pouvez faire comme sensibilisation de façon ludique, je rappelle. Et puis, vous avez donc la GeoRisque, qui est un autre outil qui est très, très important, puisque depuis, GeoRisque a été renforcé, on a renforcé cette vitrine nationale des risques. On a mis beaucoup d'informations, beaucoup de contenu pédagogique sur le site GeoRisque, avec notamment les bons comportements, avec toutes les possibilités, en fait, selon les différents risques, les différents aléas que vous allez retrouver, que ce soit des risques naturels, mais même aussi les risques technologiques. Vous allez avoir un résumé des bons comportements à adopter, la diffusion de conseils pour réduire sa vulnérabilité, des articles surtout vulgarisés qui vont permettre de comprendre le risque. Et puis, vous allez avoir aussi des vidéos témoignages sur d'élus, en fait,
pour avoir aussi leur retour et leur retour en tant qu'élu. Alors, dans le site GeoRisque, vous avez 3 cibles en particulier. Vous avez les collectivités, vous avez les particuliers et vous avez les experts. Donc, il y a 3 services qui sont destinés à ces 3 cibles. Les risques à ma commune, les risques à ma commune, c'est plutôt pour les collectivités. Les risques près de chez moi, c'est plutôt pour les particuliers. Et vous avez aussi l'accès à des dossiers, à des bases de données qui sont dédiées aux experts. Et en fait, quand vous voulez vraiment savoir ce qui se passe autour de chez vous, dans votre commune, en fait, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse et immédiatement, vous avez en fait le renseignement des risques qui se trouvent à votre adresse ou à votre commune. Et donc, pour les experts, vous avez encore des cartes interactives disponibles avec des bases de données que vous pouvez aussi télécharger et utiliser comme source d'information. Alors, je vous ai mis aussi un kit d'urgence, le kit d'urgence 72 heures, qui est très, très utile en cas d'événements majeurs, que ce soit naturels ou technologiques. Donc, vous voyez un petit peu la liste en fait, des choses dont il faut disposer. Donc, ce qui est important, c'est de tenir 72 heures jusqu'à l'arrivée des secours. Et donc, évidemment, on a vous retrouvez ça sur GeoRisque, la liste de ce qu'il faut, de ce qu'il faut avoir en fait pour pouvoir, disons, tenir pendant 72 heures. Donc, il y a évidemment de l'eau, de la nourriture, mais aussi des lampes torches, de l'argent liquide et notamment aussi des cartes d'identité ou des cartes vraiment, des passeports sous une enveloppe en fait étanche qui vous permettront de pouvoir les récupérer facilement. Donc, c'est un kit qu'il faut pouvoir préparer chez soi. Et donc, on le verra tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres outils qui permettent de constituer ce kit facilement en famille et qui vous permettent aussi d'être prêt, en fait, simplement, en cas d'événement majeur. Donc, justement, je laisse la parole à Alice pour la suite. Un dernier outil qu'on voulait vous présenter, il s'agit du plan individuel de mise en sûreté, donc l'acronyme est le PIMS, qui est développé par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Donc, c'est un petit document pliable. Il est vraiment conçu comme un support interactif et dynamique qui invite le citoyen à le remplir. C'est un document de préparation individuelle qui permet à chacun, en quelques minutes, en le remplissant, d'identifier les bons réflexes à adopter face aux risques majeurs, donc que ce soit inondation, tempête, séisme, accident industriel, et de protéger ses proches. Donc, il y a 3 étapes. Il est construit en 3 étapes. La première, je m'informe. Donc, l'usager, le citoyen est invité à consulter GeoRisque, que David vous a présenté précédemment, afin d'identifier les risques autour de chez lui, pouvoir les noter et, par exemple, identifier qu'à côté de chez moi, j'ai un risque d'inondation, par exemple, très important. À côté de ça, il y aura donc les risques majeurs les plus importants et les plus larges sur tout le territoire sont recensés et donc sont associés à côté avec les comportements de sauvegarde à adopter pour chacun des risques évoqués. Il y a aussi une partie « Je me prépare », donc qui invite à constituer son kit d'urgence, comme vous a présenté David précédemment, qui est donc utile en cas d'évacuation comme en cas de confinement, et une partie « J'agis pour faire face » et qui permet aussi également de présenter les vecteurs d'alerte et d'information en cas de crise. Donc, ça va évoquer les sirènes d'alerte, le dispositif FR Alerte par téléphonie mobile et aussi savoir comment réagir en situation de crise. Il y a également à la fin un onglet numéro d'urgence. Donc, ça invite le citoyen à noter les numéros d'urgence et également les stations de radio locales pour rester informé en cas de crise. Et également un onglet « Je m'engage » qui va évoquer cette fois-ci les réserves communales, les associations agréées de sécurité civile ou bien également s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire dans son territoire. Donc, c'est vraiment un petit document qui se remplit très facilement et qui est une première étape pour le citoyen pour s'informer, se renseigner, découvrir les risques autour de chez lui. Le plan individuel de mise en sûreté, le PIMS, a été traduit en anglais, en espagnol et en allemand. Il a également été adapté donc on est dans une démarche d'adaptation pour les territoires d'outre-mer qui ont des particularités locales et des
que ce soit par rapport aux risques, aux particularités culturelles ou linguistiques. Donc, il a été adapté à certains territoires d'outre-mer. Toutes les versions sont actuellement en ligne sur le site internet de la DGCGC, de la Sécurité civile. Donc, le lien est en bas de la diapositive. Vous retrouverez donc toutes les versions du PIMS en français, en langue étrangère et adaptées au territoire d'outre-mer. Actuellement, il est adapté pour l'outre-mer à la Polynésie française, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, normalement, j'oublie aucun territoire pour lequel ça a été développé et c'est en cours d'adaptation dans les autres territoires. Il y a également une possibilité pour les grosses structures. Donc, ça va être plutôt pour les structures importantes, les grandes collectivités, les grosses associations, les SDIS, par exemple. Il y a une possibilité du PIMS personnalisable. Alors, cette version, elle permet de modifier seulement la partie édito, car le PIMS comporte un édito, le PIMS classique comporte un édito du DGCGC. Donc, on peut modifier cet édito pour mettre un édito, par exemple, par le président de la collectivité en question ou de l'association, et l'item « Je m'implique »,« Je m'engage », pour pouvoir adapter aux réalités d'engagement local, afin que chaque grande structure puisse mettre en avant ses particularités sur son territoire et les dispositifs dont elle dispose. Si vous êtes intéressé par le PIMS personnalisable, vous pouvez donc nous contacter ou contacter si c'est dans le cadre d'un dépôt de projet, contacter le référent local via la plateforme démarche numérique. Et dans ce cas-là, il y a une charte d'utilisation qui doit alors être signée pour, bien entendu, respecter l'esprit du PIMS dans sa globalité. Donc, c'était le dernier outil qu'on devait vous présenter. Me revoilà. Merci beaucoup pour cette présentation très riche, dense, qui nous a permis de voir que vous avancez aussi main dans la main au niveau du ministère de l'Intérieur et ministère de la Transition écologique. C'est une vision qu'on n'a pas forcément quand on est à l'extérieur, qu'on est porteur de projet. On sait que c'est une initiative gouvernementale, cette Journée nationale de la résilience. Mais qui traite les demandes, comment est-ce que ça se passe et ne serait-ce que les objectifs ou les attendus aussi, les contours de la Journée nationale de la résilience ne sont pas forcément connus par tous et par toutes. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage. On a quelques questions. Alors, peut-être pour revenir sur le dernier point qui a été abordé, le dernier outil, et puis après, plus largement sur les JNR, on nous demande si le PIMS existe dans d'autres pays. Alors, le PIMS est vraiment une initiative, est un outil qui est vraiment français sur le territoire hexagonal et en Outre-mer. Il y a d'autres outils similaires et initiatives qui existent bien entendu dans d'autres pays voisins et même plus largement, mais le PIMS est vraiment un nom et une variante française. C'est du fabriqué en France. C'est ça, du made in France. Un produit français. Merci. Alors, on a aussi cette question, et je vous avoue que moi-même, je me la suis posée, à savoir, est-ce qu'on a des exemples d'actions qui sont menées par des particuliers? Parce que l'appel à projet, sauf erreur, est aussi ouvert aux citoyens, aux citoyennes en France. Est-ce que vous avez des initiatives qui sont déposées? Je ne sais pas si David veut développer. Alors, pour ma part, j'étais précédemment référente sur la région Île-de-France et on avait eu, par exemple, une initiative d'un particulier qui développait une pièce de théâtre culturel sur les risques majeurs. Donc, c'était de mémoire en 2024. Après, je ne sais pas si plus largement, David a d'autres exemples portés par des particuliers. Moi, je pense à un exemple d'un particulier qui a voulu aider les services de secours pour faire une application qui permet de bien géolocaliser les lieux de cartographier les lieux à intervenir et de permettre d'accélérer l'intervention des pompiers. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez élaboré. Je crois c'était un étudiant en master, mais il avait fait cette initiative de lui-même. Donc, il y a aussi des actions qui sont déposées par des particuliers et qui sont labellisées. Oui, parce que l'objectif, c'est vraiment que tous les citoyens deviennent acteurs de leur sécurité. Et donc, au contraire, en fait, si on arrive à transmettre, à acculturer la population et que le citoyen prenne en main la sécurité et
et la développe aussi autour de lui. C'est parce qu'il peut avoir des compétences particulières. Effectivement, c'est un pari gagné, hein, finalement. Oui, bien sûr, oui, c'est l'objectif final, d'être tous résilients face au risque. En développant ces outils, c'est vraiment la culture du risque qui prend au niveau de chacun et de chacune, en fait. Alors, on a une question. C'est vrai que par rapport à ce qui est finançable ou ce qui ne l'est pas, ce qui peut bénéficier d'une subvention ou pas dans le cadre de démarches ou de projets labellisés JNR, une question est là et qui demande est-ce que, par exemple, on peut faire labelliser une démarche qui comprend le développement d'outils de sensibilisation qui seraient après mis à disposition d'écoles, d'entreprises, de collectivités territoriales, par exemple, pour être déployés? Oui, la création de supports sont des actions qui sont labellisables. Donc, que ce soit sous forme digitale ou sous forme print. Okay. On les appelle des ressources, en fait. Donc, c'est des ressources qui permettent aussi de faire connaître, en fait, le risque. Ça peut être des ressources pour connaître les bons comportements, comme je parlais tout à l'heure. Et effectivement, c'est labellisable. Alors, il y a toujours, le règlement rappelle un petit peu les limites, hein, en fait, de l'intervention. C'est toujours la sensibilisation au risque naturel et technologique. Donc, on reste bien dans ce cadre-là. Et effectivement, les ressources sont finançables, effectivement. Et est-ce que le soutien apporté pour la création de ces ressources doit être lié à un événement qui, du coup, permet leur utilisation ou pas forcément? Alice, je te laisse intervenir, mais… Il faut qu'il y ait bien sûr une diffusion de la ressource pour que l'action soit labellisable, mais ce n'est pas forcément lié avec un événement c'est pas forcément lié à l'organisation d'un événement de physique. D'accord, très bien. Merci. Même si c'est bien encouragé, hein, forcément. Si la ressource peut être diffusée avec un événement physique, c'est bien sûr encouragé, mais ce n'est pas lié obligatoirement. D'accord, ok, très bien, c'est noté. Alors, on a une autre question par rapport aux relations presse. C'est vrai que quand le kit de communication est fourni, donc on a les logos, les liens vers les réseaux sociaux, etc., qui permettent aussi de décupler quelque part cette médiatisation autour de l'événement, d'afficher aussi une forme de crédit qui est alloué à l'initiative. Mais par rapport aux relations presse qui permettent aussi de faire connaître l'action à venir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Par exemple, la campagne de communication institutionnelle qui a été menée en 2025 a notamment eu des achats d'espace dans la presse et des interventions aussi médiatiques par nos directions, par nos ministères, etc. Donc, c'est dans ce sens-là où les porteurs de projets vont bénéficier de la campagne sponsorisée dans la presse qui a lieu chaque année. Également, comme vous avez pu voir, par exemple, les vidéos témoignages des porteurs de projets ont été, bien entendu, diffusés à la presse et sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, par exemple, on avait sélectionné certains porteurs de projets pour faire des vidéos de témoignages. C'est dans ce sens-là que les porteurs de projets bénéficient des relations presse. Et donc, dans le kit de communication qu'ils vont recevoir, une fois que le projet est labellisé, ils pourront utiliser en fait ces ressources pour effectivement décupler et valoriser leur projet. Très bien. Moi, j'ai observé que cette année, il y avait donc le réseau Radio France et ICI, qui était a priori partenaire ou associé à la Journée nationale de la résilience. Et du coup, dans le cadre de ces relations presse, les médias, en fait, ont un rôle fort et sont très écoutés en local par l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Et est-ce qu'il y a possibilité pour les porteurs, quelque part, peut-être d'accéder un peu plus à une information via ces canaux, par exemple ici, au sujet des JNR qui sont organisés dans nos territoires? Radio France est partenaire de la Journée nationale de la résilience, notamment dans le cadre de la convention qui a été récemment signée en 2025 entre le ministère de l'Intérieur et Radio France pour la diffusion de messages d'alerte en cas de crise.
Donc, c'est un partenaire qui fait partie intégrante de la JNR. Des actions sont en cours de construction avec eux pour l'année 2026 pour de relais dans leurs médias et notamment dans le réseau local des radios ici sur tout le territoire. Donc, voilà, c'est en cours et il y aura des actions qui seront diffusées normalement via Radio France. D'accord. Bon, donc, on peut maintenant être assuré que les médias locaux sont aussi informés que la JNR existe et donc peuvent être relais, en tout cas favorables. Oui, le réseau Radio France est sensibilisé sur les thématiques Journée nationale de la résilience. C'est une bonne nouvelle. On a une autre question par rapport à la labellisation et des porteurs de projets qui ont déjà eu des actions ou des démarches labellisées en 2025 et qui demandent du coup pour les reconduire en 2026, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est éligible ou pas? C'est tout à fait possible. En fait, hein, on a d'année en année certains porteurs de projets qui redéposent un projet. Je pense à EDF Hydro, par exemple, qui sensibilise au lâcher d'eau au niveau des barrages. Hein, donc, ils sensibilisent beaucoup la population. Et chaque année, en fait, alors c'est plus ou moins important parce qu'ils ont plus ou moins de temps à consacrer, mais ils ont déjà sensibilisé à hauteur de 2000 actions, en fait, hein, sur la diffusion de guides, par exemple, par rapport à ces lâchers d'eau, en fait. Et donc, effectivement, c'est tout à fait possible d'une année sur l'autre. Cette année, on a compté aussi 40% de nouveaux porteurs de projets. Hein, donc, il faut toujours effectivement garder ce vivier, en fait, qui veut aussi, de porteurs de projets, qui veut rééditer, en fait, des actions ou les amplifier. Hein. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a un petit peu moins de projets, mais beaucoup plus d'actions. C'est-à-dire qu'on gagne en efficacité. On voit que les projets, les porteurs de projets trouvent des partenaires. Et c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, comme on a la possibilité avec la carte JNR de voir ce qui se passe autour de son projet. On peut éventuellement, c'était le cas pour les expositions, essayer de joindre 2-3 expositions en une, quoi, en fait, et attirer un peu plus de monde, hein, avec la possibilité de faire un événement un peu plus gros. Voilà. D'accord. Oui, on n'a peut-être pas précisé, mais donc quand on dépose un projet peut recouvrir plusieurs actions. Je ne sais pas si on l'a vraiment bien appuyé dessus, mais quand vous déposez un projet, vous pouvez dedans y déposer 1, 2, 3, 4 et bien plus actions qui sont liées au projet. C'est-à-dire qu'un projet, par exemple, vous pouvez le dupliquer, le tripler à 3 endroits différents, si vous voulez. Et donc, ça fait 3 sensibilisations dans 3 lieux différents. Et donc, ça, on les compte pour 3 actions. Alors qu'à la base, ça peut être une idée que vous voulez doubler ou tripler. D'accord, très bien. Et il y a aussi une autre question par rapport aux projets qui auraient été réalisés. Et bien, en fait, on prend connaissance de cet appel à projet qui rentre tout à fait, et notre projet rentre dans ce cadre, mais on vient de le réaliser sur le territoire. Est-ce qu'on peut candidater a posteriori pour une labellisation ? Alors, je n'ai pas compris les contours parce que, en fait, chaque année, en fait, donc l'appel à projet est lancé chaque année. Donc là, c'était le cas en début d'année, hein, pour 2026. Et effectivement, normalement, on doit lancer le projet pour l'année qui est en cours. Oui. En fait. Oui. Ce que je veux dire, David, c'est que parfois, on a des porteurs qui ne se savent pas porteurs d'un projet JNR quelque part. Ah, et oui. On va avoir des artistes, par exemple, qui réalisent des expositions pendant de longs mois l'expo est passée et puis ils prennent connaissance en fait de cette opportunité des Journées nationales de la résilience et ça peut apporter un second souffle à leur démarche. Et donc, ma question est là, c'est-à-dire même une fois qu'on a soit réalisé une action ou une démarche, est-ce qu'on peut candidater a posteriori ? Oui, les actions peuvent être labellisées a posteriori, même si elles ont déjà été réalisées. Après, bien entendu, on incite à labelliser avant pour bénéficier de la mise en avant sur la cartographie JNR. Et c'est aussi, bien sûr, la carte JNR permet au public de pouvoir se renseigner et se rendre aux actions.
Donc, bien entendu, le but est de le faire en amont pour que le public ait connaissance de l'action et se rende sur les événements. Après, oui, lorsqu'on repère des actions qui auraient pu être labellisées, qui ne l'ont pas été, ça peut être fait a posteriori. Mais sinon, effectivement, cette même action qui malheureusement ne s'est pas passée dans les temps voulus, en fait, peuvent être reconduites l'année suivante lors de l'appel à projet. Ça aussi, c'est possible. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais regretter. On peut toujours utiliser une bonne idée pour l'année qui suit, quoi. Ou bien l'amplifier. Très bien, d'accord. C'est très clair et puis du coup, ça laisse la porte ouverte pour des porteurs. Voilà. On a une question par rapport au financement aussi, en indiquant que cette part de soutien en fait au JNR pour les actions, le financement est limité. Est-ce qu'il y a des contraintes en termes de cofinancement? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir d'autres subventions publiques qui sont mobilisées à côté d'un cofinancement lié à la labellisation? Oui, tout à fait. Le porteur de projet peut solliciter autant de financements divers et d'autres sources possibles. Voilà, c'est pas, un financement JNR ne peut pas normalement aller au-delà de 50% du projet, du projet global, mais le porteur de projet peut solliciter tout à fait librement d'autres financements, d'autres partenaires. Très bien, merci beaucoup pour cette information. Est-ce que vous avez des axes de progression au niveau de la JNR? David, peut-être? Oui, il y a toujours des axes de progression. Déjà, c'est s'intéresser aux territoires qui ont fait peu d'actions ou qui ont du mal à en faire. Donc, on a vu que cette année, en 2025, on a à peu près 19 départements qui ont fait moins de 5 actions. Donc, comme effectivement, d'année en année, on progresse. En 2022, on avait à peu près 2000 actions. Là, on est arrivé à 15 000 actions en 2025. Donc, on espère, déjà, on a eu cette possibilité. Enfin, on a constaté aussi qu'on a couvert tout le territoire, quasiment, hein, en France et en Outre-mer. Donc, chaque territoire a pu faire des actions. Et ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, on accompagne les territoires. Donc, il y a les référents locaux pour ça, hein, départementaux et régionaux. On veut faire en sorte qu'il y ait plus d'actions, en fait, au niveau des départements, en tout cas, plus de 5, si c'est possible. Et donc, parce qu'effectivement, on loupe certaines actions, on l'a dit tout à l'heure, hein, certains ont des projets qui n'ont pas pu faire labelliser ou qui n'ont pas pensé à faire labelliser. Donc, et je suis persuadé que ce soit pour la sensibilisation scolaire, que ce soit pour des actions dans diverses actions de théâtre ou sur le terrain. Hein, on a vu aussi des actions de sensibilisation sur, par exemple, les repères de crues. Où, on a eu récemment des crues importantes. Et donc, les personnes qui ont été témoins et qui peuvent aider ou transmettre en fait leurs témoignages sont aussi des vecteurs d'information et de culture du risque. On est bien d'accord que l'intégralité des actions en fait qui bénéficient de la labellisation JNR, ce sont des actions principalement de sensibilisation et pas des projets d'aménagement, des sites pilotes, Parce qu'on a une question dans le public à ce niveau-là qui nous demande est-ce que des projets d'aménagement ou d'adaptation pourraient être présentés Alors, ça dépend. Une labellisation. Il faut que ça soit vraiment tourné vers… c'est un peu les objectifs qui ont été rappelés dans le règlement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment développer la culture du risque. Donc, si c'est un aménagement qui a pour objectif, en fait, on va dire, de protéger la population et de la sensibiliser en même temps, enfin, il faut qu'il y ait une sensibilisation à connaître le risque et de voir en quoi, en fait, ça va permettre d'aider la population à avoir conscience du risque et de la protéger, en fait, si on veut, par un aménagement avec une publicité en fait, qui est faite autour de cet aménagement qui a vocation à faire de la culture du risque. Par exemple, pour les aménagements, je pense à des actions qui ont lieu sur des aménagements contre le risque inondation. Ça a pris la forme, par exemple, de visites de l'aménagement, mais explicative sur le risque inondation dans son ensemble. Voilà. C'était un exemple imagé qui peut aider certains porteurs, par exemple. Donc, c'est vraiment acculturer la population par rapport à cet aménagement
en lui montrant les avantages et les risques auxquels elle était exposée, et voilà, qu'il y a un but informatif derrière. Très bien, du coup, ça m'amène peut-être à la dernière question, puisque vous avez illustré avec pas mal d'événements qui ont pu avoir lieu aussi bien en Outre-mer que dans l'Hexagone. À savoir, à votre niveau, quelles sont ou seraient les actions qui ont le plus d'impact ou qui rencontrent le plus de succès? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples? Alors, tout à l'heure, je parlais de la sensibilisation scolaire, en fait. On sait bien que dès le plus jeune âge, on voit bien qu'au Japon, c'est un peu comme ça. On va essayer de copier aussi ce qui existe bien dans les pays qui adoptent en fait cette méthode. Mais même dans nos outre-mer, ils ont dans le programme scolaire de la sensibilisation des jeunes élèves au risque naturel et technologique. Donc, au plus tôt ils sont formés, au mieux c'est. Donc, il y a des actions effectivement de sensibilisation scolaire qui sont conduites par certaines grosses associations. Je pense à l'IFO-RME par exemple, qui ont des programmes comme PLOUF, risque investigation, Atom investigation pour le nucléaire. Donc, risque investigation, c'est plutôt pour les risques industriels. PLOUF, c'est pour les risques d'inondation. Je crois qu'ils vont créer aussi sismo investigation. C'est plutôt pour les risques sismiques. Donc, ils innovent en fait. Ils se réinventent un petit peu. Et donc, à partir du moment où on sensibilise les scolaires, et donc ça, en général, c'est un public restreint, l'IFO-RME réussit aussi à ouvrir cet événement aux parents, aux familles. Donc, ils font des événements grand public. Et donc, ça, c'est un exemple, en fait, qui permet, au travers, justement, des plus jeunes, de faire perdurer, faire comprendre la conscience du risque. Et donc, ça a un effet très, très, très positif. Donc, ce sont des types d'actions, en fait, qui sont intéressantes. On a parlé aussi des actions du Résilience Tour mené par la FPCNT et l'IRMA, en fait, l'Institut du risque majeur. On voit que c'est pareil, le fait de faire des étapes et d'aider aussi certaines communes et concentrer différents événements dans différents lieux en France permet aussi de diffuser vraiment très facilement la culture du risque et de toucher beaucoup de personnes, que ce soit des scolaires, mais aussi tout public, des élus. Voilà, donc on est dans des types d'actions. On a aussi eu un bus qui a accompagné le Tour de France, en fait, par exemple, en 2025. Et c'était une façon aussi d'arrêter certains et de sensibiliser les publics à chaque étape du Tour de France. Voilà, c'est des actions originales qu'on a pu voir et qui sont vraiment qui sont intéressantes parce qu'elles touchent un grand nombre de publics. Et merci beaucoup pour cette illustration. D'autant plus que ces actions se font aussi bien en Outre-mer que vraiment dans l'Hexagone. Elles sont partout. Et on a une dernière question par rapport à l'engagement citoyen. C'est vrai qu'à ce jour, on sensibilise aussi chacun et chacune sur le fait qu'on peut s'engager à n'importe quel âge, quelle que soit sa condition physique, à contribuer en fait aussi bien en amont pour acculturer que lors de la gestion de crise aussi en fonction de ses possibilités. Et donc, on nous demande si la création d'une réserve citoyenne de sécurité civile, sa formation, est-ce que c'est un projet labellisable ? Et est-ce que la formation des nouveaux conseils municipaux, en l'occurrence, au risque majeur, peut-être aussi peut faire partie des actions labellisables ? Oui, ces deux types d'actions qui sont cités sont tout à fait labellisables dans le cadre de l'appel à projet. On a plusieurs actions, notamment de formation des élus, que ce soit pour les plans de communaux de sauvegarde, par exemple, pour les accompagner à la création des plans de communaux de sauvegarde ou plus largement sur la formation risque majeur. Il y a plusieurs actions qui ont été labellisées sur le sujet, par exemple, et qui ont aussi notamment été récompensées comme lauréats en 2025. Et donc, la formation des élus, c'est aussi avec les nouvelles élections qui vont arriver, on aura des nouveaux élus forcément, et donc c'est aussi une occasion aussi importante de les former, de les sensibiliser. Donc, non, la formation des élus, c'est aussi quelque chose dont on insiste beaucoup, quoi.
Et pour information, l'Association des maires de France et des intercommunalités, l'AMF, est partenaire de la JNR. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ces dernières indications. Je pense qu'on a épuisé le lot de questions. Vous avez répondu à toutes les questions, sauf une qui relevait de la dotation, mais qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas communiquer aujourd'hui. Donc voilà, on vous remercie pour votre compréhension. Et c'est l'heure pour moi donc de vous remercier à nouveau, d'indiquer que moi je suis disponible si à mon adresse que je vais vous indiquer. Je suis disponible si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Donc, exceptionnellement, je peux être à l'interface pour qu'on vous réponde. Voilà, donc les questions transiteront par moi. Je vous ai indiqué mon adresse mail. Ce webinaire sera bien entendu visionnable en différé sur notre chaîne YouTube. Vous serez informés en fait de sa mise en ligne dans les jours à venir. Et nous souhaitons donc une belle édition 2026 aux Journées nationales de la résilience, avec beaucoup de travail de votre côté à venir, et puis aussi au niveau des services déconcentrés. Et merci. Pardon. Non, c'est moi qui te coupe, mais merci, et on compte surtout sur les participants pour mener beaucoup d'actions cette année. N'hésitez pas si vous avez des idées et des projets. Voilà, c'est ce que j'allais indiquer aussi. Donc, au niveau de la FPCNT, au niveau de l'IFORME, au niveau de l'IRMA, au niveau de toutes et tous, l'AMF ou autres, n'hésitez pas à vous tourner vers nous, gros porteurs, parce qu'on a aussi cette vocation à vous aider à créer des synergies d'acteurs dans les territoires ou au niveau national pour qu'ensemble, on soit plus fort. Le mot partenariat est revenu à de nombreuses reprises dans les vidéos de témoins de porteurs. Et c'est vraiment ça aussi l'âme des JNR, c'est d'être ensemble face au risque de catastrophe, de créer du lien, de se connaître avant un événement pour être en capacité de mieux s'en relever et de mieux le gérer aussi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans vos services respectifs. C'est pour nous l'heure de vous dire au revoir, voilà, de vous remercier d'avoir été là ce soir. Pour ma part, donc, je vous donne rendez-vous le jeudi 7 mai pour éclairer sur l'action départementale face aux risques majeurs, avec un zoom sur la recherche en psychologie sociale qui est menée par le département de la Gironde. Vous aurez peut-être une petite surprise au mois d'avril et on n'hésitera pas à communiquer en ce sens. Et sinon, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.